Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle table ronde du Salon TechScare. Pour cette première édition, nous couvrons des thèmes majeurs pour notre secteur d'activité. Et cet après-midi, on reprend avec la transition écologique. Donc, l'entretien textile en action. Sur ce sujet, notre secteur d'activité se mobilise déjà depuis longtemps autour des enjeux environnementaux. On le sait, par essence, même si on prend les services textiles, on est dans une démarche très portée sur et par l'environnement, mais également portée par la crise économique et le contexte réglementaire durci. Notre secteur continue d'investir et d'innover pour passer le cap d'une transition écologique inévitable. Donc mieux comprendre pour agir et surtout accélérer, c'est ce que nous allons faire, un état des lieux avec nos experts que j'accueille donc autour de cette table virtuelle. Donc je vais vous laisser vous présenter rapidement à tour de rôle. On va commencer par le bout avec David. Oui, bonjour, donc David Dacosta. Moi je travaille dans un cabinet de conseil en énergie, donc aussi bien l'achat d'énergie et les économies d'énergie. Cédric. Cédric de Kayser, donc j'ai une laverie, un pressing et une blanchisserie en Vendée. Olivier Ries, président de la Fédération des pressings et blanchisseries et donc exploitant de pressing. Loïc De Santos, conseiller en formation chez Acto, donc l'OPCO qui accompagne les entreprises de la location et de l'entretien textile sur la formation professionnelle et l'alternance. Donc, merci pour cette petite présentation. Une information, un temps de questions-réponses aura lieu avec la salle à la fin de la table ronde. Et pour démarrer, une question d'ordre un peu général et qui vous concerne tous. Chacun peut donner son avis. Si je vous dis transition écologique, qu'est-ce que ça vous évoque? Je vais commencer par David qui est au bout. Allez hop. Alors, transition écologique, pour moi, ça a deux aspects. On a toujours des prix unitaires, des quantités. La transition écologique, c'est comment je vais consommer mieux, comment je vais mieux utiliser l'énergie disponible et comment je vais l'avoir le moins cher possible. Je pense que les trois sont intimement liés et qu'on ne peut pas vraiment en privilégier un par rapport à d'autres. Donc il y a évidemment la partie environnementale qui est fondamentale pour notre avenir à tous et à nos enfants, mais il y a aussi la manière dont on va utiliser et optimiser son énergie. Cédric, du coup, on va revenir comme ça. Pour moi, cette partie écologique, aujourd'hui, elle est obligatoire dans tous les cas. Soit parce qu'on se dit que c'est bien d'être à la mode et de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose de propre et qui nous permet de communiquer dessus, soit parce qu'on en est vraiment intimement persuadé. Et dans ce cas-là, on a tendance à faire peut-être les choses un peu mieux, un peu plus abouties, un peu plus réfléchies. Et il va éviter tout ce qui va être ce greenwashing qu'on peut entendre régulièrement. Olivier ? Alors je dirais qu'une fois de plus, contrairement à ce qu'on imagine, c'est une opportunité pour la profession. On en a connu un certain nombre, ce sont elles qui ont fait progresser la profession depuis toujours, et ça, c'en est une nouvelle. Et la fédération s'inscrit vraiment dans cette ligne et les objectifs que l'on affiche. Loïc ? Oui, je rejoins un petit peu les idées qui ont été citées. C'est aussi une évolution dans les modèles de consommation, le modèle économique, le modèle social. Et comme toute évolution, c'est des changements pour lesquels on doit se préparer. Donc la formation joue aussi un rôle majeur dans cette transition écologique. Absolument. Alors, je vous propose d'enchaîner. On rentre un peu dans le vif du sujet. Quels sont, de votre point de vue, les grands enjeux à relever pour les pressings, les laveries, les blanchisseries industrielles et autres buanderies intégrées, on ne les oublie pas, sur le plan de la transition écologique? Je vais me tourner peut-être vers... Allez, Cédric. Pardon. Tu veux rebondir tout de suite, Olivier? Comment? Tu veux rebondir tout de suite? Ah non, j'ai cru que c'est toi qui... Ah, j'ai... Vas-y, Olivier, si tu veux. Allez. Donc pour moi, aujourd'hui, on a tendance à avoir une image qui est que le pressing, c'est un business qui va polluer, qui va utiliser des produits chimiques. On a une odeur de pressing quand on rentre dans une grande surface et qu'on a cette odeur de perclos, c'est l'image qui peut rester. On oublie juste qu'aujourd'hui, des vêtements, le vêtement le plus polluant, c'est celui qu'on va utiliser le moins souvent et qu'on va très vite jeter parce qu'il n'a plus de forme et il ne ressemble plus à rien. L'intérêt de travailler dans un pressing, c'est que quand on va nous apporter ces vêtements, nous, on va avoir la technique pour les entretenir correctement et leur donner une durée de vie beaucoup plus longue parce qu'on va respecter les fibres, parce qu'on sait le travailler, etc. Donc en fait, non seulement on n'a pas cette notion de pollueur comme certains peuvent encore le penser, mais on a une vraie notion de durabilité
des vêtements qu'on va avoir. Et clairement, le vêtement qui pollue le moins aujourd'hui, c'est celui qui n'est pas encore fabriqué. Donc grâce à nous, on va tenir un vêtement 20 fois, 30 fois, 40 fois, là où de temps en temps, il tiendrait 10 cycles à la maison. Donc ce qu'il faut absolument, c'est que non seulement, bien entendu, c'est bon pour la planète, etc., mais c'est surtout bon pour notre business. Et si on arrive à présenter ça à nos clients et leur faire comprendre, on a un argument phénoménal. Olivier, je t'en prie. Oui, alors en complément de ce que tu viens de dire, qui est une évidence du marché à venir, les enjeux sont clairement, à mon avis, de la survivance des entreprises. Les entreprises qui ne s'engageront pas sur ce chemin ne survivront pas, c'est clair, pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement des problèmes de coût. On sait pertinemment que l'énergie est de plus en plus chère, les produits sont de plus en plus chers, l'eau est de plus en plus chère et rare. Le deuxième élément, c'est l'image que l'on renvoie, et les entreprises qui ne s'engageront pas sur ce chemin, clairement, ne survivront pas, ça j'en ai la conviction. Loïc ? Oui, sans oublier que la réglementation évolue constamment et elle continuera d'évoluer au vu des enjeux et aussi, je dirais, des problématiques qui pèsent sur notre planète actuellement. Et donc tout cela demande aux entreprises d'anticiper et de pouvoir se préparer et de mener des actions concrètes pour justement prendre le tournant au bon moment et ne pas être en retard et justement se retrouver malheureusement sans solution pérenne. David, quelques mots ? Ouais, j'ajouterais juste que effectivement, l'écologie, on a un peu tendance à s'y mettre un peu sous la contrainte et que malheureusement, on est très souvent, notamment en France, en réaction. Il y a évidemment sortir des énergies fossiles aussi, au-delà des matériaux utilisés dans vos process, et que c'est des choses qui de toute manière vont arriver. Donc soit on l'anticipe et on essaie de faire les choses bien, soit on les subit sous la pression et c'est là qu'on peut arriver à certaines catastrophes. Donc ce secteur d'activité est peut-être moins contraint que les très grosses industries qui s'y sont mis depuis très longtemps, mais oui, de toute manière, c'est une démarche qu'il faudra sur laquelle il faudra qu'on s'oriente tous. Donc j'entends pas mal de choses, j'entends des enjeux en termes de formation, du coup, évidemment en termes d'impact environnemental à travers les différents process, produits lessiviels qu'on va utiliser, et même dans la démarche, la gestion des déchets, notre façon de consommer les vêtements, j'entends aussi. Ça fait quand même pas mal de choses, et effectivement, est-ce que là-dessus, il me semble qu'il y a un référentiel qui a été mis en place sur la responsabilité sociétale des entreprises par la branche, référentiel auquel ont participé des entreprises du secteur, mais toutes les organisations également. Je pense que c'est peut-être intéressant d'en parler aussi. Qui veut prendre la parole là-dessus ? Parole conjointe, si vous le souhaitez. Je peux également prendre la parole. Effectivement, Acto a contribué effectivement à ce référentiel. Et c'est un référentiel qu'on invite justement plutôt on invite les entreprises à pouvoir prendre connaissance de ce référentiel-là, excusez-moi. Parce que déjà, ça permet de comprendre ce que c'est la RSE, parce que la transition écologique, c'est aussi un des volets de cette RSE. Ça permet de comprendre les enjeux, aussi de s'évaluer, de pouvoir comprendre est-ce qu'on mène déjà des actions concrètes et que justement peut-être on ne les remarque pas, de pouvoir se positionner, de comprendre le niveau de maturité de l'entreprise sur certaines démarches et notamment sur l'écologie, et finalement de pouvoir créer un plan d'action avec des actions de formation concrètes qui vont, au-delà des points forts, travailler sur les axes d'amélioration de l'entreprise. Comment ça a été initié en fait cette démarche ? Alors tout simplement, cette démarche a été initiée par Acto, qui nous a proposé ce sujet l'hiver dernier, si ma mémoire est bonne, donc de travailler avec un cabinet spécialisé. Et clairement, je dirais qu'on a sauté sur l'occasion, sur l'opportunité, parce que c'est l'un des moyens qui peut permettre à notre profession de changer d'image. On a une image qui est souvent pas extraordinaire, il faut être honnête. Là, c'est un élément qui peut nous aider à changer cette image. Regardez le référentiel, regardez de quoi il s'agit. Beaucoup d'opérations que l'on fait tous dans nos magasins font partie de ces référentiels. On n'a pas cherché à faire quelque chose d'ésotérique, de quelque chose d'inaccessible et orienté vers la grande entreprise. Loin de là, le but c'était de faire quelque chose qui soit adapté à nos entreprises. Donc regardez-le,
essayez de vous l'approprier. Il y a des gens qui peuvent vous aider pour l'acquérir vraiment. Et derrière, ce sont des opportunités envers un certain nombre de contrats que vous pourriez obtenir à droite ou à gauche. Donc, intéressez-vous vraiment à ce sujet-là. Tu me permets de rebondir en fait directement. Dans ce que tu dis, j'ai envie de demander en fait en quoi est-ce qu'un professionnel il a effectivement intérêt à s'engager dans cette démarche-là. J'entends ce que tu dis sur des opportunités, mais aussi effectivement la compétitivité, ce genre de choses. Le référentiel, finalement, il a pour intérêt, je pense que me contredira pas, il a l'intérêt de vous permettre de lister toutes les opérations qui peuvent rentrer dans les différents secteurs de notre activité, que ce soit le côté transition écologique, qui fait une part belle, c'est sûr, mais aussi tout le côté social, tout le côté commercial, tous ces éléments-là sont pris en compte. Et l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'avoir des outils qui vous ouvrent sur les différents aspects de nos professions. On est des commerçants, on est artisans, on joue tous les rôles. Et là, vous avez un listing qui vous permet de vous juger, d'essayer d'atteindre un niveau supérieur dans tous ces rôles. Loïc, vous voulez dire un truc? Oui, c'est qu'il ne faut pas voir aussi, je dirais, les actions qui sont menées pour la transition écologique ou dans la démarche RSE comme quelque chose qui va impacter forcément notre compétitivité ou autre. Sur l'aspect économique, comme l'a très bien dit Olivier, il y a un juste milieu à trouver et justement on se rend compte qu'en mettant en place une politique RSE, on gagne justement plutôt en marge, ou en tout cas que ça impacte également notre chiffre d'affaires et ça impacte aussi notre marque employeur. On en parlait tout à l'heure, mais effectivement ça permet déjà d'attirer des nouveaux talents qui sont sensibles à ces valeurs-là et aussi peut-être d'attirer des nouveaux clients qui sont eux aussi de plus en plus sensibles et de plus en plus regardants sur justement tous ces aspects-là. Toi, Cédric, comment est-ce que tu t'appropries en fait cette thématique pour éventuellement développer ton activité et aller chercher des marchés qui traditionnellement ne sont pas sollicités ou démarchés par le secteur? En fait, à aucun moment, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour la transition écologique? C'est clairement une réflexion que je me fais jamais. Je suis dans une structure, j'ai 3 salariés, j'ai pas un responsable RSE dans ma société. Il n'y a pas des moments où je fais des réunions avec moi-même pour savoir ce que je vais décider de ça. Par contre, aujourd'hui, à chaque fois que je vais avoir une thématique de progression dans mon entreprise, je vais me dire à ce moment-là, bon, de quelle manière je peux la faire la moins mal possible. Par défaut, je vais consommer de l'eau, par défaut, je vais commencer de l'électricité, c'est évident, je ne peux pas faire autrement. Mais à un moment, je me dis, si je prends un exemple, à aucun moment, je vais me dire comment je peux faire pour essayer de mettre un système qui va me faire dépenser moins d'eau chaude. Par contre, je me dis, bah tiens, si je préchauffe l'eau dans un chauffe-eau, on va tenter le coup. Je vais investir 300 €, je vais faire passer le plombier, on met un chauffe-eau, on préchauffe l'eau avant d'arriver dans la machine. Et qu'est-ce que ça donne au bout d'un mois? Au bout d'un mois, on a baissé la facture d'électricité de 16%. Et on peut faire, comme on va plus vite à faire la machine puisque l'eau arrive déjà chauffée, on gagne un cycle en plus dans la journée. Donc là, je n'ai pas été chercher un nouveau client, je n'ai pas fait rentrer d'argent en plus. Par contre, j'en ai dépensé beaucoup moins. Et cette facture, à la fin de l'année, avec les prix d'électricité aujourd'hui, ça me fait économiser 3 000 €. 3 000 €, ça paye le crédit d'une nouvelle machine. Donc en mettant un système et en disant à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire de la meilleure façon pour l'intégrer dans cette transition écologique, qui n'est pas une galère, ce n'est pas une obligation. Il n'y a personne qui vient m'embêter pour parler de transition écologique. Par contre, je dois répondre à une problématique, comment je peux la faire en essayant de consommer le moins possible. Et c'est là où, quand on parle de transition écologique, on a parlé aussi de RSE, où en plus de l'écologie, on a toute cette partie sociale et sociétale. Absolument. Qui est cruciale aussi par rapport à nos collaborateurs. Et c'est chaque décision qu'on prend tous les jours, mais d'un petit détail ou quelque chose de plus compliqué, on se dit qu'est-ce qui va être le mieux pour mes collaborateurs, qu'est-ce qui va être le mieux pour la planète, et comment je peux l'intégrer dans mon processus de décision. Absolument. En fait, ce n'est pas simplement une transition écologique, c'est bien une transition économique, sociale. C'est tout un ensemble en vérité. Olivier, tu voulais réagir? Non. Si, je peux rajouter. Mais c'est ça qu'aujourd'hui, même transition écologique, ça fait des jolis mots. Parler responsabilité sociétale des entreprises. On sent qu'il y a je suis désolé, mais on sent qu'il y a un cabinet
parisiens ou des administratifs qui ont trouvé cette phrase qui va bien, mais pour baser sur des choses qui sont des choses concrètes de tous les jours. On éteint la lumière quand on quitte la salle. C'est un processus RSE. On fait ce qu'il faut pour mettre des bacs pour que nos salariés ne se pètent pas le dos en portant des trucs lourds. C'est un processus RSE. Tout ça, ça rentre dans ces jolies phrases de transition écologique. Et aujourd'hui, quand on voit ça, ça fait un peu peur en disant « Comment je vais faire de l'écologie dans mon pressing ?» Non, c'est pas ça. C'est comment je bosse dans mon pressing, ma laverie, ma blanchisserie, comment je peux faire pour impacter au moins la planète et la santé de mes collaborateurs. Et à partir du moment où on fait ça, on s'inscrit dans un processus de RSE. Et on peut le mettre dans un document pour faire bien. J'ai posé une question à David qui est assez orientée pour vous très clairement. Que pensez-vous des tensions et des incertitudes actuelles sur le marché de l'énergie? Et en quoi est-ce que finalement ça pourrait peut-être représenter une opportunité pour cette transition écologique? Alors sans rentrer dans de la politique, mais force est de constater qu'on a eu un très gros avantage compétitif, même s'il y a toujours eu des petites guéguerres avec l'Allemagne, mais le nucléaire français a apporté un véritable avantage compétitif. On a pris du retard, on devrait démarrer le projet des 6 nouvelles centrales dans les années à venir. On a très clairement eu une année 2022 très compliquée avec ce qui s'est passé en Ukraine, la décision aussi, et c'est important, de se couper de l'approvisionnement de gaz russe, donc d'énergie fossile. Aujourd'hui, en France, on n'achète quasiment plus que du GNL, donc on dépend aussi d'autres pays, mais on a cette souveraineté qui est nécessaire, et l'électricité est fondamentale pour nous. Donc, on a touché le fond, très clairement. En 2023, je pense que tout le monde l'a vu sur sa facture. Si ce n'était pas un x2, c'était plus. Donc ça a été très compliqué pour toutes les entreprises françaises. Aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux qui sont beaucoup plus raisonnables, même si on ne reviendra pas au prix qu'on a connu dans les années 2010, 2015, même début 2020. Mais oui, il y a des choses à faire. Il y a comment... collectivement, on essaie de consommer moins. Les entreprises adaptent leurs processus, les très gros industriels. À titre individuel, c'est plus compliqué parce qu'on essaie tous de baisser la facture, mais on a de plus en plus d'objets connectés, on a de plus en plus d'usages qui consomment. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux, mais petite parenthèse, la voiture électrique, c'est très bien. La voiture électrique, si on est tous en voiture électrique demain, on n'a pas d'électricité pour rouler. Donc il faut trouver des solutions. Et c'est une opportunité de s'approvisionner, de créer notre propre énergie et de le faire de manière plus saine, plus écologique et plus intéressante. Donc oui, on est, je crois que c'est Agnès Pannier-Runacher qui a dit qu'on est à peu près à l'équivalent de la réindustrialisation d'il y a quelques années. Il y a un véritable chantier qui est devant nous. Je pense que collectivement, on en prend tous conscience, et nos politiques aussi. Alors, est-ce qu'on débouchera sur des solutions parfaites? Je ne suis pas sûr, parce qu'on reste français et qu'on n'est forcément pas tous d'accord. Mais en tous les cas, on est face à ce besoin, et on a réellement des opportunités de faire des choses mieux que ça ne l'a été par le passé. Ok. Je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure. On a parlé du référentiel RSE, soit. Donc j'entends, c'est un outil, il faut s'en saisir, il faut l'utiliser. Mais concrètement, là, un professionnel qui souhaite vraiment enclencher sa démarche, Cédric a donné des premières pistes au quotidien, comment je peux faire dans mon pressing, par exemple. Mais se saisir de ce référentiel, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire... c'est quoi cet outil? C'est un truc numérique? Comment ça fonctionne? C'est une formation? C'est quoi? Au final, c'est des outils qui ont été créés par la branche et qui ont été mis à disposition de toutes les entreprises. Et je reviens sur ce que disait Olivier tout à l'heure. C'est une démarche qui n'est pas engageante. Donc l'entreprise peut se lancer juste pour comprendre ce que c'est la RSE, pour voir aussi quel type d'action elle peut mener, ce qu'elle mène déjà comme type d'action. Mais alors, pardon Loïc, c'est quoi? Ouais. C'est un audit? C'est un diagnostic? C'est un diagnostic, comment ça effectivement. C'est des outils qui permettent de s'auto-diagnostiquer. Donc il y a un ensemble de documents qui est mis à disposition des entreprises. Sur le web? Exactement, sur le site Acto. Effectivement. Et donc le mieux, c'est que les entreprises qui sont en contact avec des conseillers Acto puissent se rapprocher de leurs conseillers en formation pour qu'ils leur présentent justement tous les outils qui sont disponibles en ligne et accessibles par tous. Ils pourront le télécharger, et justement, c'est des outils qui sont très concrets, très proches de la réalité terrain, et justement sur lesquels les entreprises peuvent y aller sans qu'il y ait ce côté engagement tout de suite. Ok. Alors justement, on parle de la réalité du terrain. Je rebondis sur ce que dit Loïc. Est-ce que vous observez des décalages importants en termes d'investissement dans la transition écologique et ou la RSE entre les différents segments du marché
de l'entretien textile. Autrement dit, qu'est-ce qu'on voit comme différence entre une laverie, un pressing, une blanchisserie industrielle, une buanderie intégrée? Alors je dirais que ça se restreint. Clairement, ceux qui aujourd'hui sont le plus actifs, ce sont les blanchisseries industrielles. Ce sont les grosses structures qui sont depuis longtemps lancées dans cet objectif. Déjà pour un problème tout bête de réduction de leurs coûts, donc la filtration des eaux, la récupération de tous ces éléments-là, que ce soit la récupération des eaux, de l'énergie, de la chaleur, enfin bref, ils sont vraiment engagés. Après, si on regarde par exemple le pressing et laverie, clairement, il y a une concordance qui est énorme. Le meilleur exemple, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, l'Association française des laveries est intégrée dans la Fédération française des pressings et blanchisseries et que nous avons travaillé ensemble à l'élaboration d'un certain nombre de documents, de dossiers, comme le guide par exemple de la transition énergétique des PME, TPE, PME, qui avait été demandé par la Direction générale des entreprises, sous l'égide du ministère de l'économie et des finances. Donc ce guide, il est disponible un peu partout. Voilà. Donc pour vous dire que tout ça, oui, il y a aujourd'hui une unité. Alors c'est vrai qu'en nettoyage à sec, c'est un petit peu différent, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait un écart entre ces différents types. Quant à la blanchisserie artisanale, je dirais qu'elle bénéficie un petit peu des deux côtés, puisqu'elle a à la fois souvent un petit peu de surface pour adapter les systèmes de filtration et autres, et puis celui du pressing pour la capacité d'obtenir des matériels un peu plus compacts. C'est vrai qu'on retrouve finalement, je dirais dans ces trois domaines, une concordance qui est importante. D'accord. En termes de... Comment est-ce que je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Pardon, je réfléchis. Vas-y, Cédric. Juste justement, alors sur la partie de laverie, pressing, blanchisserie. Alors moi j'ai les trois. Blanchisserie, petite blanchisserie semi-industrielle. Et là où en effet les grosses industries ont déjà des moyens différents, ont à disponibilité des structures qui peuvent réfléchir à ça et ont des fournisseurs qui ont déjà réfléchi à tout ça et qui le font très bien. Le seul truc, c'est qu'ils ont certes les moyens, mais le temps qu'ils en parlent, qu'ils se décident, il se passe 6 mois et ça prend du temps. Et à la fin, de temps en temps, on simplifie les choses en disant on va mettre 4 panneaux solaires, on fait de la RSE, on fait de l'écologie, c'est génial. La différence, c'est que sur les plus petites structures, nous par contre, on a une souplesse phénoménale. Si je veux commencer à mettre un filtre dans mon pressing, je vais me renseigner auprès des fournisseurs, je vais m'en sortir avec une facture de 30 000 € pour un système qui ne va pas être pratique parce qu'il va m'embêter. Il y a 10 ans, j'ai racheté les pressings. Il y a 9 ans, on a commencé à filtrer. J'ai acheté un gros Tupperware chez Jiffy. J'ai mis des grilles dedans achetées à Leroy Merlin. Et la grille, elle commençait à filtrer. Bon, en faisant ça, j'ai filtré les fibres principales que j'avais dans mes rejets. Et quand je fais intervenir des labos pour regarder l'eau, ils me disent à la fin qu'à la sortie de mon filtre, je pollue quasiment pas. Et je pollue moins qu'un appartement de 2 personnes. J'ai le laboratoire de Vendée qui m'a certifié ça. Et ça m'a coûté, allez, le Tupperware de chez Jiffy, j'ai dû claquer 20 balles. Le Roi Merlin, j'ai dû mettre 50 € de grille. Pour 70 €, j'ai fait un filtre de mes eaux usées qui s'intègre totalement dans ma politique RSE. Donc, ce qui est important avec le référentiel, c'est qu'en fait, on est pragmatique. Tous les jours, on fait de la RSE. Tous les jours, on fait gaffe à ce qu'on fait. On ne prend pas la bagnole pour aller trop loin parce qu'on est capable de réfléchir. On ne va pas chercher notre kilo de pommes à 500 km parce qu'à côté de chez nous, on n'a quelqu'un pour faire. On en fait tous les jours. Et ce qui est très bien avec ce style de référentiel, c'est c'est un très bon moyen aussi pour se rassurer. Et pour dire, mais en fait, de la RSE, j'en fais tous les jours. Quand je prends le référentiel, il y a plein de choses que je fais très déjà régulièrement. Par contre, celui-là, j'y ai pas pensé. Et ça vaut peut-être le coup que je m'y penche. Donc c'est là où c'est hyper intéressant comme outil, parce que ça permet en effet de s'auto-auditer et de se rassurer en disant je suis pas si mauvais que ça, même j'ai fait déjà beaucoup de choses, et de se dire en plus j'ai 2-3 petites idées hyper intéressantes que je peux prendre. Donc pour moi, cet outil, il est exceptionnel. Mais encore une fois, rappelons-nous que filtrer des eaux usées, c'est pas forcément dépenser 150 000 € chez un fabricant de filtres. Je suis désolé pour les fabricants de filtres, mais ça marche aussi en faisant des solutions. Certes, mon système est beaucoup moins perfectionné que le leur. Certes, je suis obligé d'intervenir très régulièrement sur mes grilles pour aspirer les fibres qui sont dedans. Mais ça marche. Donc allons-y, quoi.
Oui, tu es venu sur le sujet sur lequel je ne savais pas trop comment l'amener, mais effectivement, la logique d'investissement qui peut être assez lourde à soutenir hein, pour des petites structures, les services textiles, la location entretien de linge, donc les blanchisseurs qui font de la location, ils sont par essence inscrits, de toute façon, leur principe même, hein, ils sont par essence dans une logique de transition écologique, au-delà de ça, de RSE en fait, hein, et on est dans l'économie circulaire par essence. Mais ils ont des moyens. Effectivement, et ils ont des responsables RSE qui sont là pour réfléchir, mettre en place des actions, mais tout ça a un coût. On n'est pas sur le même modèle de structure. Et comme tu viens de le démontrer, on peut être petit et en ayant peu de moyens, faire des choses. Et je trouve qu'effectivement, si l'outil d'autodiagnostic permet de se rassurer, comme tu le dis, c'est un premier pas. Et une première façon de peut-être s'investir davantage après en fonction de... Alors je ne sais pas jusqu'où peut conduire justement cet outil. Hein. Une fois qu'on s'est autodiagnostiqué, il se passe quoi? Il se passe tout simplement que ce n'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain. Regardez votre référentiel et puis dire, bon, mais allez, je fais ça jeudi, vendredi, samedi, le mois prochain, dans 2 mois, je suis. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est s'inscrire dans un projet, dans un programme et se dire, bon, mais je veux petit à petit rentrer dans cette logique. Et cette logique, elle va vous aider à être plus performant, elle va vous aider à être meilleur commerçant, elle va vous aider à être peut-être de meilleurs employeurs. Voilà, c'est ça l'objectif. Ensuite, oui, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Investir dans du matériel qui est plus performant, qui répond aux critères aujourd'hui de la transition énergétique. Ça ne se fait pas en 8 jours, c'est une évidence. Mais ce sont des décisions que l'on prend également à long terme, à court terme, à moyen terme, peu importe. Et la fédération est là pour favoriser ce passage. L'objectif que l'on a affiché aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver par différents biais. Le premier biais qu'on a aujourd'hui en place, c'est un partenariat avec la BPI, la Banque Populaire, je dis une connerie, la Banque de l'investissement public, j'ai perdu le nom de la BPI. La Banque publique d'investissement, merci les gars. Voilà, pour mettre en place des prêts qui vous permettent d'acquérir plus facilement ce matériel. Renseignez-vous auprès de la BPI, auprès de la FFPB, peu importe. Il y a d'autres solutions qui sont envisagées de vous obtenir des subventions par l'ADEME, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Mais clairement, le matériel d'aujourd'hui peut vous permettre de faire des économies quand on réduit sa consommation d'eau, quand on réduit sa consommation énergétique, eh bien finalement on améliore son compte d'exploitation. Alors j'ai une question, on a parlé tout à l'heure des réglementations qui agissent bien souvent comme un levier, hein, qu'on le veuille ou non, et c'est le cas en matière de transition écologique. Je voudrais prendre un exemple dont on a pas mal entendu parler, celui du décret tertiaire. Comment est-ce que la branche a géré cette nouvelle réglementation qui est fort compliquée à appliquer dans notre domaine? Alors, j'avoue que j'ai oublié, sinon je vous aurais amené un petit document qui est édifiant. En quelque sorte, si on résume pour notre branche ce décret qui n'est pas paru, hein, le décret n'est pas pris, et je ne sais pas s'il sera pris très rapidement, ça m'étonnerait. Mais pour vous donner ce que je considère comme la philosophie de ce décret chez nous, c'est on vous demande de calculer le coût énergétique du nettoyage de vos articles au mètre carré. Donc, essayez d'imaginer comment vous pouvez avoir un critère de consommation au mètre carré. Voilà. Alors, c'est ce que l'on essaie de faire comprendre au ministère. Ça fait 2 ans et demi, je crois. Je leur ai même dit que c'était Ubu, qu'ils étaient les rois Ubu, mais visiblement Ubu sans tête. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer. Aujourd'hui, alors j'en profite de cette petite réunion pour vous dire que oui, il va falloir se déclarer sur la plateforme Opéra. Il y a 3 critères d'inscription possibles. Le critère numéro 1, qui est celui tout simple, où vous avez juste à déclarer vos consommations.
et accepter ce premier critère qui est tout simplement qui vous impose tout simplement de rentrer dans le coût énergétique au mètre carré de votre magasin. Aujourd'hui, il est déterminé à peu près à 500 kWh par an. Je ne sais pas si beaucoup y arrivent. Si vous faites 50 pièces dans 200 mètres carrés, ça ne pose pas de problème. Mais si vous faites 300 pièces dans 150 mètres carrés, dans 50 mètres carrés, ce sera dur. Le deuxième critère, je passe sous silence, c'est un mélange de deux. Le troisième critère, c'est celui sur lequel on se base, qui reprend en compte tout l'inventaire de votre matériel, sur lequel il faut que vous donniez les puissances énergétiques de ce matériel, que vous donniez les temps d'utilisation annuels de ce matériel, plus encore un critère, ne pas oublier d'indiquer le nombre de jours ouvrables, ne pas indiquer le temps d'ouverture journalier de vos magasins, ne pas oublier de signaler à quelle altitude vous résidez, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc on essaie aujourd'hui de sortir ce critère, ce schéma de la profession. Et on est dedans tout simplement parce qu'on fait partie du secteur tertiaire. Et on n'arrive pas à faire admettre qu'on est secteur tertiaire avec une composante industrielle. C'est-à-dire qu'une blanchisserie est soumise, par contre Renault n'est pas soumis. Alors, si demain on a l'obligation, si on est soumis à ce décret, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'alinéa, la troisième partie, qui est celle où vous avez un tableau Excel à remplir avec tout votre matériel. Vous remplissez les puissances, vous remplissez tout ça, aussi bien que vous pouvez. À la sortie, vous aurez un chiffre qui sera farfelu. Je vous le dis tout de suite. Moi, je l'ai fait pour un de mes magasins. J'arrive à plus de 7000 kWh par an et par mètre carré. Sauf que dans la réalité, je suis à 1100. Pour une raison simple, ils n'ont pas encore compris que la puissance d'une machine, ce n'était pas sa consommation par cycle. Donc on les laisse sur cette ambiguïté. Aujourd'hui, on ne bouge pas à ce niveau-là. On essaie d'obtenir la suppression, mais on ne peut pas. Donc si demain, vous remplissez ce document, surtout ne soyez pas surpris de l'aberration du chiffre, vous le laissez. Au contraire, il faut qu'il apparaisse. Dans les médias, il faut se déclarer sur cette plateforme Opéra pour qu'ils aient déjà un certain nombre de critères. Parce qu'aujourd'hui, 500, personne n'y rentre. David, là-dessus, vous avez des informations? Est-ce qu'à travers votre cabinet de conseil, vous accompagnez des entreprises aussi de la branche face à cette problématique? Alors, de votre secteur d'activité, non. On le fait pour beaucoup d'industriels. On a parlé des certificats d'économie d'énergie où effectivement on peut recevoir des subventions en tout cas pour changer de matériel ou adapter son matériel et diminuer ses consommations. Après le décret tertiaire, je vous rassure, il n'y a pas que dans votre secteur que c'est une usine à gaz et que tout le monde s'arrache les cheveux. Donc oui, pour l'instant on fait un peu comme on peut, en adaptant au cas par cas, mais oui, c'est sûr que c'est encore une contrainte qui n'est pas très agréable pour personne. D'accord. Juste une précision, il concerne les magasins qui sont dans une unité foncière, je dis bien unité foncière, de plus de 1000 m². Donc si vous êtes au bas d'un immeuble avec des bureaux qui font 1000 m², vous êtes concerné. Si vous êtes dans un immeuble, dans une rue, même s'il y a 10 000 m² et que votre immeuble, l'unité foncière, ce soit 500 m², vous n'êtes pas concerné. On voit quand même qu'il y a pas mal d'incohérences, très clairement. Oui, Cédric. Mais aujourd'hui, tant qu'on a des imbéciles qui roulent à 200 km/h sur l'autoroute, on a besoin d'avoir des règles qui fixent une réglementation à 130. Et ceux qui roulent à 135, ça les saoule un peu. Mais par contre, et donc c'est important aujourd'hui que pour contrer ceux qui font n'importe quoi, des règles soient établies par l'État. Heureusement qu'on a des personnes pour nous traduire un peu tout ça, ou pour se battre, pour nous aider à essayer de mieux comprendre et éviter d'en prendre plein la figure. Mais ça n'empêche pas que quand on a envie d'être pragmatique, quand on a envie de bien faire les choses, on s'intègre grâce à des outils dans des transitions écologiques et des politiques RSE, mais en étant juste pragmatique et en faisant les choses correctement. On n'a pas besoin d'avoir une pub à la télé qui nous dit d'éteindre la lumière pour se dire qu'on doit éteindre la lumière chez nous. Donc aujourd'hui, quand vraiment on a envie de faire les choses bien, on a juste besoin de se dire « j'ai une problématique ». Comment je la réfléchis pour m'adapter
dans ce que sont les critères RSE. Les outils qui sont mis en place par les cabinets, par Acto, par la fédération, nous aident à essayer de comprendre tout ça. Et derrière, ça nous permet de faire des choses vraiment concrètes, tout en se rappelant qu'à chaque fois qu'on économise 1 kilowatt, c'est bon pour la planète et c'est bon pour mon compte en banque. Donc à un moment, ce n'est pas du tout un problème. Ça ne nous embête pas, la transition écologique. Quand je ne prends pas ma voiture, la planète est contente. Mais ma carte bancaire aussi, parce que je n'ai pas besoin de faire le plein. Donc ça reste toujours cette chose-là. Disons-nous simplement que quand on a quelque chose, une problématique à répondre, comment je peux la faire pour que ça rende plaisir à la planète et à mes salariés, parce que par défaut, ça fera plaisir à mon compte en banque. Si on voit les choses comme ça, la transition écologique, c'est du pur bonheur. Si on voit comment on est fait, comment je vais faire pour entrer dans les critères de l'État, là, ça devient une galère phénoménale. Et heureusement qu'on a des personnes qui sont là pour nous aider sur ça. Alors, juste un instant pour terminer avec ça, il ne faut pas oublier que le décret tertiaire, la philosophie, c'est réduire la consommation énergétique des bâtiments. C'est ça. Or, le bâtiment, le bureau, c'est du tertiaire. C'est pour ça qu'on est assimilé. Mais ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que nous, on a un outil de production. Et cet outil de production, eh bien, les consommations, elles varient d'abord avec les productions que l'on a et les volumes de production que l'on a. Si demain, vous déclarez que vous faites, mettons, 1500 kWh au mètre carré et que vous ayez brutalement un marché qui arrive, vous passez à 2000, on risque de vous taper sur les doigts parce que vous avez fait 2000. Voilà la problématique. Il n'y a pas de lien. Dans ce décret, il n'y a pas de lien du tout entre les deux. Et la réduction prévue est de 20% sur les déclarations en 2030, 40% en 2040 et 60% en 2050. Donc attention. Ok. David, j'avais une question pour vous qui m'a semi-échappé du coup en écoutant Olivier, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Cédric. Quelle préconisation en fait est-ce que vous pouvez émettre auprès des professionnels? On en a parlé un peu tous les deux tout à l'heure sur le fait qu'il y a une corrélation tout de même entre le fait de réduire sa consommation énergétique et l'impact que ça a forcément sur la facture. Donc quelque part on est bien sur quelque chose de vertueux et de bénéfique pour l'entreprise. Est-ce que vous avez des préconisations à faire? Et je couple cette question qui va concerner tout le monde avec une autre question sur les solutions numériques et j'irai même plus loin sur l'intelligence artificielle. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, ou plutôt demain, ou aujourd'hui et demain, ce sont des outils, comme ça vous réfléchissez pendant que David répond, ce sont des outils qui peuvent aussi contribuer à faciliter, on va dire, cette transition écologique et l'inscription dans une démarche RSE. David, à vous. Alors, la question est un peu large. Alors, je vais citer l'ancien président d'EDF qui disait que le meilleur kilowattheure et le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Effectivement, moins on consomme, mieux on se porte, c'est du bon sens. Maintenant, si on va chercher un peu plus loin, il y a effectivement, on a parlé tout à l'heure de solutions d'autoconsommation. Donc, est-ce que je peux poser des panneaux solaires sur ma toiture ? Alors en milieu urbain c'est plus compliqué parce qu'il y a énormément de normes et ça coûte très cher de mettre aux normes les bâtiments pour pouvoir accueillir des panneaux, mais c'est une première solution. Il y a après, comment on en a parlé tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie, comment je vais dans mon processus changer des choses, soit dans la manière de consommer, soit dans mes équipements pour aussi diminuer mes consommations. Et le décret tertiaire va aussi de toute façon amener là-dessus. Donc il y a ces deux volets-là. Et il y a aussi effectivement juste déjà comment je vais aller négocier mon prix en euros du kilowattheure. Est-ce que je vais acheter 2 ans à l'avance? Est-ce que je vais attendre le dernier moment? Quel type de contrat? Sur l'électricité, aujourd'hui, on peut trouver à peu près 6 ou 7 types de contrats différents, alors que jusqu'à 2022, globalement, il y en avait 3 et tous les fournisseurs faisaient les mêmes. Donc l'anticipation, c'est important. Alors, ça a toujours été le cas, sauf pour 2023, où cette année, on a vu les prix de l'électricité baisser tout au long de l'année, alors qu'historiquement, depuis que le marché est ouvert, ça a toujours été le contraire, ça a toujours augmenté. Il faut savoir que c'est un marché, ça évolue tous les jours. On peut acheter l'électricité, on peut l'acheter jusqu'à 3 ans à l'avance. La EDF expérimente avec les électro-intensifs des achats à long terme, mais tout le monde ne peut pas acheter son énergie 10 ans à l'avance, malheureusement. Donc oui, il y a des stratégies qu'il faut adapter et ça dépend du secteur d'activité, ça dépend du niveau de consommation, ça dépend des projections d'évolution du secteur. Il y a énormément de choses et c'est pour ça qu'on accompagne des entreprises dans définir une stratégie personnalisée d'achat. Alors, vous avez réfléchi à la suite de ma question?
Moi, je suis beaucoup plus fort en bêtises humaines qu'en intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est qu'en fait, la base, ça va être de mesurer ce qu'on fait pour savoir ce que vraiment on consomme derrière. Si vous avez les moyens, vous achetez des compteurs électriques, compteurs à eau, compteurs gaz, vous en mettez derrière toutes les machines et vous regardez ce que ça donne. Si vous n'avez pas les moyens, un compteur gaz, il y en a pour 1200 balles de mémoire. Donc il y a un compteur global, je fais tourner ma machine toute seule, je vois combien elle consomme. Et c'est des trucs tout bêtes, mais aujourd'hui, dans les programmes que j'avais sur mes machines, j'avais une 24 kg qui, depuis 6 ans, consommait 3 fois plus que ma 57 kg. Parce que dans un programme, il y avait une erreur et on a oublié d'enlever un switch qui fait qu'elle consommait de l'eau chaude, mais qu'elle continue à chauffer derrière, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Donc je chauffais à 60 sur ma machine, de l'eau qui rentrait à 50, avec des programmes et des produits lessiviels qui avaient été mis en place pour tourner à 50. Donc là, ma machine consomme l'électricité juste pour le plaisir. Là, un simple compteur, soit en mettant le compteur qui coûte une 50aine d'euros qu'on met sur la machine, ou soit en regardant le Linky qui est en train de tourner, on a ces résultats-là. Donc la première chose pour moi à faire, ça va être d'utiliser ces outils technologiques pour mesurer et pour regarder. Au passage, ça permet aussi de se faire une idée sur le prix de l'électricité, le prix de l'eau, les produits lessiviels, et ça nous montre ce que ça peut donner au niveau des coûts de revient, mais ça, c'est notre sujet. Ce qui fera l'objet d'un atelier pendant le salon. Matin. Non, pas de réaction, Olivier? C'est pas grave, j'ai encore une dernière question. Hein. On peut enchaîner avec ma dernière question. Surtout qu'il nous reste peu de temps. Ils ont bien répondu, de toute façon. Il est évident que, de toute façon, le métier, il évolue depuis toujours. Hein, si vous regardez le métier au 19e siècle et si vous le regardez aujourd'hui, ben, clairement, ce n'est pas le même, le matériel n'est pas le même, rien n'est identique. Aujourd'hui, se passer des outils qui arrivent sur le marché, ben, c'est se couper une jambe, c'est refuser le progrès, c'est le refuser d'évoluer. Toute la problématique que l'on a aujourd'hui, qu'on essaie d'inciter au niveau de la FFPB, c'est de créer des outils, de créer des contrats qui vous permettent de pouvoir changer votre matériel, de pouvoir faire des investissements qui rentrent dans le cadre de cette transition. Alors moi je dis, il ne faut pas rentrer dans ce cadre en se disant oh, bon mais allez, je vais faire la transition énergétique ou écologique, bon parce que c'est dans l'air du temps. C'est pas vrai. La transition écologique, c'est ni plus ni moins que suivre l'évolution de la société, l'évolution de l'économie telle qu'elle est depuis toujours, et qui fait qu'aujourd'hui, on a des éléments qui ont évolué de manière considérable. Hein, ça a été brutal, ça c'est clair. L'énergie, les produits, l'emballage, tout ce que vous voulez, tout ça, ça a évolué très vite. Et faire de la transition écologique, c'est quoi? C'est finalement, bien souvent, faire des économies sur des coûts qui ont explosé. C'est ça la vérité. Après, on essaie de trouver des solutions pour vous permettre d'acquérir ce matériel, mais au-delà de ça, c'est aussi faire en sorte qu'on élargisse le marché, qu'on amène aux fabricants un marché plus important et qu'ils vous proposent des produits, ils vous proposent des matériels. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de technologies qui existent, qui sont même en pratique, mais que l'on ne retrouve pas sur nos matériels parce que vous ne l'achetez pas, vous trouvez que c'est trop cher. Donc l'objectif, c'est de réduire ces coûts, ce différentiel, pour que vous puissiez investir, et investir à long terme et non pas à court terme, en rachetant du matériel qui finalement, aujourd'hui, il a beau être sur le salon, il est classique, mais il est déjà dépassé. Je ne vais pas me faire des amis, là. J'ai une dernière question, et on va faire vite parce qu'on arrive au bout. Si on veut se garder un petit temps de questions-réponses avec la salle. En quoi est-ce que la transition écologique impose-t-elle de penser maintenant très vite la question de la formation et de l'emploi sur notre secteur ? Oh, alors ça, c'est une autre de mes marottes. Je pense sincèrement que ceux qui ne sont pas formés ne resteront pas très longtemps dans le métier parce que, la qualité de service sera peut-être pas toujours là, et surtout l'efficacité ne sera pas au rendez-vous. La formation, pour moi, elle est au cœur de nos métiers. On est réellement un métier d'artisan. Alors je dis toujours, on est d'abord des commerçants, parce qu'effectivement, avant de pouvoir nettoyer un pantalon, il faut commencer à avoir fait venir le client. Donc on est d'abord des clients, mais on est aussi, et c'est une évidence, des artisans. Et un artisan se doit d'être compétent, donc il doit se former. Et quand on voit l'évolution des technologies, l'évolution de tout ce que l'on peut imaginer à l'heure actuelle, ne pas se former, c'est finalement avoir des œillères. Donc
oui, formez-vous, formez-vous, formez-vous. On a un partenariat avec le CTTN. Il y a des conditions de financement de la formation avec Acto, qui est notre partenaire et dont on siège au conseil d'administration. Hein, on décide conjointement des conditions de financement. Donc formez-vous. Il y a encore de l'argent. On ne sait pas si ça durera très longtemps, mais formez-vous. Loïc, une réaction? Oui, effectivement. En plus, bon, pour revenir un petit peu au référentiel RSE, c'est vrai que la finalité, c'est de pouvoir donc former les salariés, créer un plan de formation pour accompagner justement cette transition. Mais je reviens sur ce que disait un intervenant tout à l'heure. On forme non seulement le salarié, mais aussi le citoyen. Et finalement, c'est une dimension qui est très importante. On perpétue l'évolution. Il faut accompagner ces salariés-là. Ça passe aussi par le côté innovation, c'est-à-dire qu'on va trouver des solutions pour que la transition écologique ne soit pas un boulet, mais ce soit quelque chose qui soit fluide, simple à mettre en place et que justement, comment dire ça, on puisse, à travers la formation, impacter plus que juste cette dimension-là de transition écologique, changer vraiment les façons de penser, les façons d'agir, les méthodes de travail et autres. Cédric, David? Non, encore une fois, les formations sont là pour nous donner des bonnes pratiques à des questions auxquelles on ne s'était pas trop posé parce qu'on était le nez dans le guidon sur notre business de tous les jours. Mais c'est typiquement le genre d'outil qui va vraiment nous aider pour nous donner les meilleures pratiques de manière globale. Une petite phrase qui va nous aider à nous faire penser que chez nous, l'installation est différente, mais peut-être qu'en faisant ça, ça pourrait marcher, etc. Et c'est des moments, les formations, où non seulement on a un transfert de compétences qui est donné, mais surtout pendant lesquels on communique beaucoup, on partage beaucoup, et on se trouve à parler avec des personnes qui ont les mêmes besoins. La traçabilité qu'on peut avoir dans un pressing est spécifique, elle reste toujours beaucoup moins spécifique que chez notre boucher du coin qui doit savoir précisément d'où vient le morceau de viande qu'il nous vend. Donc cette traçabilité, si on sait comment lui fait et qu'on réfléchit à sa façon de faire, on peut l'intégrer chez nous de la même façon. Donc cette curiosité, les formations, la curiosité qu'on peut aussi avoir par rapport à nos fournisseurs de matériel, certes ils ont des fois des bonnes idées, mais de temps en temps c'est à nous de les titiller pour qu'ils en aient des meilleurs. C'est là où il faut travailler, pareil avec les produits lessiviels. Si on a des produits lessiviels qui ont un très bon résultat à 40 degrés, à quoi ça sert de chauffer une eau jusqu'à 60 degrés? Donc c'est là où on a besoin aussi de les titiller, de les faire avancer un peu pour qu'ils puissent venir avec des solutions à nous proposer. Moi, je voudrais simplement refaire une passerelle avec la table ronde de ce matin sur la formation et l'attractivité du secteur. Il y a 70%, alors je suis au fait des sondages en ce moment, mais j'ai pris des notes quand même, 70% des jeunes, toutes catégories sociales confondues, qui ne postuleraient pas auprès d'une entreprise qui ne prendrait pas assez en compte les enjeux environnementaux. C'est un sondage Harris qui vient de sortir et qui a été fait à la demande du collectif pour un réveil écologique. Ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'on a demain, c'est pour ça que je vous posais également la question de la formation et de l'emploi, on a demain besoin de différentes compétences que nous n'avons pas forcément aujourd'hui au sein des structures, que ce soit des laveries comme des pressings ou des blanchisseries. Et c'est en ça que je posais la question de la formation et les compétences qui manquent aujourd'hui et qui sont clairement orientées sur la problématique de l'environnement. Oui. Il est clair. Alors, pardon, Olivier, juste. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vous invite à visualiser, à visionner le replay de la table ronde de ce matin, parce que vous y apprendrez énormément de choses en lien avec ce que je viens de souligner. Oui, de toute façon, il est très clair que sans formation, il n'y a pas d'avenir. Ça, c'est une évidence. La formation est un lieu d'échange privilégié. On est en petits groupes. Vous avez un formateur, mais vous échangez entre vous, vous échangez des solutions. Donc c'est vraiment un lieu d'échange important. C'est un lieu où on se forme, où on échange. Donc n'hésitez pas. Ensuite, pour cet aspect-là, il est clair qu'aujourd'hui, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui n'ont aucun problème de recrutement et aucun problème pour garder ses salariés chez lui. Et si même il a suffisamment de salariés, chez moi, ce n'est pas le cas, je peux vous le dire, malheureusement aussi. J'ai un magasin, oui, mais l'autre, non. Clairement, le salarié aujourd'hui, il se déplace, il va voir à droite, il va voir à gauche, il a tendance à tester et il va aller là où ça lui semble évidemment les conditions de travail les meilleures, mais où ça va être le plus agréable, où ça va être le mieux payé. Mais les conditions clairement et de l'écologie, du respect de l'écologie sont également prises en compte. Alors juste en un mot,
il faut qu'on coupe. On va couper juste une chose. Évitez le mot écologique sur vos pressings. Vous risquez entre 5 et 10 000 euros d'amende. Hein. Alors mettez éco-responsable, et je trouve que le terme est beaucoup plus intelligent, parce que éco-responsable, ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais ça veut dire quelque part que j'ai pris en compte les problématiques de la société et que je fais en sorte de rester et d'appliquer des solutions. Je suis écologique, je suis parfait. Là, vous risquez gros. Merci Olivier, très bon mot de la fin. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Monsieur Jacquet, teinturier à Vendôme. Je suis arrivé peut-être un petit peu en retard, mais j'ai pris quand même pas mal de notes dans mon cerveau. Je voudrais juste vous donner une expérience que j'ai vécue il y a 5 ans. Un teinturier m'avait téléphoné, il fallait que j'intervienne aux États-Unis. C'était radieux, c'était en Floride. Et la machine de sec n'usait pas d'eau. C'était un circuit fermé avec un groupe frigo. Et ça, c'est un des éléments pour certains, quand ils ont un problème de quantitatif d'eau ou d'agencement, eh bien, ils peuvent se sauver avec ça. Et une anecdote qui est beaucoup plus ancienne, vous allez dire dans ce cas-là que je n'étais pas écologique. On avait 2,30 kilos. Ça tournait du matin au soir. Et le refroidissement, au moment du séchage et tout, par les batteries, j'utilisais, c'était 600 mètres de tuyauterie sous le Loir, le long du Loir, et c'était l'eau du cours d'eau qui refroidissait en continu. Je ramenais l'eau à une condition normale. Je n'ai jamais eu de problème, car j'en avais quand même parlé avant à certaines personnes. À une époque, on ne me parlait pas d'écologie, de tout ceci, cela, parce que ça remonte dans les années 70. Alors, il faut faire avec maintenant. Ça y est, c'est bon. C'est l'exemple typique de ce que l'on fait, de ce que tout le monde a toujours plus ou moins fait. Alors, tu parles de ce système-là. J'en connais un d'ailleurs qui refroidit toujours sa machine de nettoyage à sec avec un système similaire. Alors, il faut avoir de la place, il faut pouvoir. Mais voilà, on a tous, plus ou moins j'imagine, imaginé des solutions pour réduire tout simplement ses consommations, être plus économe. C'est quelque chose de clair. Aujourd'hui, on dit c'est la transition écologique, mais on en faisait sans le savoir. Il y avait une autre question. Merci, monsieur. Vous m'entendez? Oui. Je fais la transition. Sans mauvais jeu de mots. Exactement. Quid de comment on garde le matériel et qu'on le fait évoluer? Parce que ce qui est le plus polluant, c'est quand même la fabrication du nouveau matériel. Même s'il consomme 30% moins d'eau, même s'il consomme moins d'énergie. Moi, je suis une toute petite jeune dans ce métier. Et ce qui m'interroge, c'est comment on fait bouger effectivement les fabricants ou autres sur cette question qui est comment on fait évoluer notre matériel sans forcément ressortir à chaque fois du neuf. Alors, je t'invite à venir sur l'atelier de tout à l'heure qui a lieu à 17h15. Tu vois, je l'avais préparé, je m'en doutais. Et qui s'intitule « Maintenance ou investissement pour économiser et réduire son empreinte carbone ». Et oui, parce que en fait, l'ensemble des tables rondes et des ateliers sont construits de façon transversale finalement et vont systématiquement venir toucher les deux grandes thématiques du salon que sont l'emploi, la formation et l'environnement. Mais donc moi, je ne peux pas répondre à ta question, je ne suis pas fabricant. Alors mais après, je viendrai. peut-être que sur la table ronde... Mais Je dirais tout bêtement que les fabricants, certainement, ont les mêmes réflexions que nous. Et j'imagine que quand on s'appelle Alliance, quand on s'appelle Danube, quand on s'appelle Primus, je ne voulais pas faire des jaloux, on essaie de faire en sorte, là aussi, de faire partie de ce mouvement. Et puis, c'est tout bête là encore, hein, produire à moins cher, avec moindre coût, ça impose aussi un certain nombre d'obligations. C'est aussi à nous de les secouer encore une fois, hein, parce que aujourd'hui, quand mon seul critère, c'est de dire à mon fournisseur vends-moi la machine la moins chère, il va me vendre la machine la moins chère. Si mon critère, c'est de dire vends-moi la machine qui consomme le moins, il va finir par faire un effort. Donc les premières fois, ça leur fait un peu bizarre, mais si on commence à tous réfléchir et à dire maintenant on va tous acheter nous-mêmes nos pommes de terre et éplucher nos frites plutôt que d'acheter des frites surgelées, écologiquement, ce sera beaucoup mieux. Donc, de la même façon qu'il y a un réveil citoyen, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi à nous de nous réveiller et de choisir ce qu'on a envie de faire.
Donc les fournisseurs, ils ont un seul objectif. Comme n'importe quelle entreprise, c'est gagner de l'argent. On a le même objectif qu'eux. Donc s'ils peuvent nous vendre quelque chose le plus cher possible et le produire le moins cher possible, ils vont le faire. Mais on fait exactement la même chose. On essaye de vendre nos prestations au meilleur prix en essayant de les payer les moins chers possible. Mais si maintenant j'ai un client qui arrive et qui me dit « moi je suis prêt à mettre un peu plus cher, par contre assure-moi que tu le fais de la meilleure manière écologique », et c'est ce que font les collectivités, c'est ce que font les professionnels. Aujourd'hui, je vends plus cher que mes confrères à des sociétés et à des collectivités qui me disent le critère écologique pour moi il est important. Bah, c'est à nous de faire pareil. Je peux le faire quand je choisis ma cafetière. Je choisis une cafetière qui est A, on économise son énergie, et pas F. On n'a pas ça sur les machines à laver professionnelles, bah demandons-le à nos fournisseurs. Et je l'ai fait, et la réponse pour l'instant, effectivement, c'est des grands yeux ouverts. Mais voilà. Ça, alors moi, ça fait 10 ans que je le fais. Et il y a 10 ans, quand j'ai commencé, je sais qu'il y a eu des discussions en disant il y a un emmerdeur en Vendée qui commence à nous poser des questions qui ne nous arrangent pas. Entre-temps, les fournisseurs avec qui je travaille, qui sont devenus des partenaires, ont évolué dans ce sens-là et aujourd'hui commencent à faire attention. Mais si on veut que les choses bougent, c'est à nous de les secouer. Alors, moi, je ne citerai pas de nom parce que je ne veux faire aucun jaloux, mais pour répondre quand même à ta première question, oui, il y a des fabricants qui sont engagés maintenant dans une démarche d'éco-conception de leur matériel et qui, du coup, voilà, ont des actions qui vont dans ce sens-là. Oui, il y en a. Peut-être que tous ne le font pas encore, mais ils sont un certain nombre à le faire maintenant depuis quelques années. Voilà. Et puis juste une chose que l'on sait tous, c'est de regarder la qualité des matériels que l'on vous propose. Voilà, tout simplement. Alors c'est vrai qu'il y a des différences, il peut y avoir des différences de prix qui se justifient, mais regardez la qualité, hein, prenez des précautions, demandez comment se répare le matériel, si c'est facile, si voilà. C'est des éléments. Le SAV est très important, donc c'est des questions à poser parce qu'avant de le changer, oui, comme on le disait tout à l'heure, le faire durer, le réparer, ça peut être quelquefois la meilleure des formules. Alors, je suis désolée parce qu'on pourrait en parler évidemment pendant des heures, mais malheureusement, on a un timing à tenir et on me fait signe en régie. Donc, je vous invite à continuer à discuter, à débattre, à échanger autour de ça voilà, sur les stands, dans les allées, dans les espaces qui sont tout à fait disponibles pour cela. Et merci à vous quatre d'avoir participé. Et merci à vous d'être venus écouter et de continuer à échanger sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et lundi après-midi, il y a une conférence, un atelier sur toutes les problématiques actuelles de la profession. Olivier fait sa promo. Décret éco-énergie tertiaire, filtres et compagnie.